bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, des vidéos courtes, concises, techniques, un petit peu de psychologie, on va d'ailleurs en faire dans cette vidéo aujourd'hui. On va parler de WorldCoin. On va aussi faire un petit peu de technique, bien évidemment on parlera Bitcoin, d'ailleurs une très bonne nouvelle côté MicroStrategy. Donc c'est l'or qui reprend quelques petits bitcoins par centaine, et c'est exactement ce qu'on veut observer. Ça permet de faire des décalages de momentum et de voir s'apprécier de quelques pourcentages notre ami Bitcoin. Aujourd'hui, on recense 2 164 317 humains uniques sur la planète grâce à leur identification vis-à-vis de l'iris. Il faut comprendre quelque chose de très important, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, qu'on soit moralement prêt ou moralement non prêt. Je sais pas comment on dit le contraire de prêt, mais réticent, on pourrait éventuellement le dire comme ça. On ne peut malheureusement pas balayer d'un revers de manche WorldCoin. Il faut vraiment qu'on en parle, et je vais essayer donc de vous apporter ma vision, qui est extrêmement personnelle par rapport à ce projet, puisque, au fond, bitcoiner maximaliste ou cryptophile, comment je pourrais dire ça, cryptophile déterminé, on va l'appeler comme ça, et ben en fait, c'est peut-être notre salut qui s'ouvre sous nos yeux, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Meilleur moment pour pouvoir éventuellement placer quelques deniers sur notamment les crypto-monnaies sans se surexposer. C'est exactement en ce moment. Et dans 2 ans, il sera trop tard. Mais si vous êtes là aujourd'hui à me regarder, c'est que clairement vous êtes déjà exposé. Et j'espère ne pas surexposer, et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Bon, on va parler technique très rapidement, on fait des parachains. Je trouve ça intéressant puisqu'on aime bien tracer en fait des lignes, notamment sur nos graphiques, et vous avez raison, généralement les trendlines, les canaux ascendants ou les canaux descendants permettent en fait de suivre des flux à la fois acheteurs et des fois vendeurs. Ici, on est en train d'observer plutôt des flux acheteurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut éventuellement tirer des parallèles, et puis qu'on se regarde par rapport à des objectifs en fait de courbe, prise de profit ici pour les vendeurs à découvert, qui est parti chercher cette petite parallèle qu'on a remis en 4 exemplaires juste là, donc on l'avait cassé par le bas, mais vous voyez en fait qu'on peut les multiplier à l'infini, vous faites ça, hop, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire, vous faites ce type de choses, et puis les parallèles semblent bien fonctionner. Donc là, c'est pas très bien mis, mais on peut le faire un petit peu comme ça pour aller chercher des objectifs dans un petit peu plus bas, aux alentours des 24 000 $ si celui-ci venait à céder. Donc c'est beaucoup utilisé, c'est les analyses chartistes, dans l'analyse chartiste en général, et je trouve ça plutôt pertinent puisque ça permet en fait d'avoir des points d'entrée snipés ou des tech profits, notamment pour les personnes qui souhaitent être contredantes sur ce marché. Et puis jusqu'au preuve du contraire, vous avez raison si vous avez réussi à acheter les tops provisoires, et je reste convaincu que ce sont actuellement des tops provisoires, pour aller chercher en fait des flux. Et les flux restent acheteurs ici. Vous avez un premier flux, vous avez un second flux, et on peut entamer ici le troisième flux. Certains diront, on est toujours dans le deuxième flux, mais il n'y a pas de problème avec ça. Les flux restent acheteurs jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a que très peu de vendeurs sur ces niveaux de prix, et il y a moins d'acheteurs puisqu'on n'arrive pas forcément dans le premium, mais on sort du discount et on rentre un petit peu dans le premium sur des objectifs de prix des 0,50% de tout le précédent mouvement, ou le 0,382 qui a déjà été attaqué sur un précédent mouvement par rapport à la cassure de notre range ascendant précédent par rapport à tout le bull run 2021, etc. Donc on arrive un petit peu dans le no man's land, on est sur la neutralité parfaite, les fameux 30 000 $. On savait que ça allait pas de la tarte, et effectivement c'est pas de la tarte, mais ça ne veut pas dire qu'on ne finira pas par le briser, puisque dans les flux acheteurs et dans les tendances de fonds acheteurs sur des ruptures haussières, l'objectif des résistances, c'est qu'on les brise. Il faut bien comprendre ça comme ça. Donc je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire, c'était juste cette petite bougie ici, la petite bougie verte, c'était quoi ? C'était MicroStrategy qui a retweeté qu'il avait acheté quelques centaines de bitcoins, qui en fait a décalé le momentum puisqu'il y a une pression acheteuse supplémentaire, notamment sur le spot. MicroStrategy ne s'embête pas, il n'achète pas OTC, ces bitcoins, il achète directement sur le marché pour pouvoir en fait avoir une incidence bien évidemment sur le prix. Donc comme on peut partir du principe qu'il y a peut-être 70 ou 80% de watch trading actuellement sur les marchés, notamment sur les échangeurs préférés, donc ce sont des ordres qui sont directement rachetés par le même initiateur, donc ce qui crée en fait du faux volume. D'ailleurs Binance et tout le monde sont en train de se faire pincer par rapport à ça, et je pense que finalement ça se finira comme ça se finit tout le temps, par un gros chèque, notamment vis-à-vis des régulateurs, que ce soit américains, européens, français, espagnols, tout ce que vous voulez, ils vont finir par sortir le carnet de chèques. Généralement le plus gros chèque c'est pour les Américains. Bref, ce sont
de diverger. Restons en fait focus actuellement sur nos graphiques. Pour moi, je garde complètement en tête cette idée des 34 000 $, voire les 36 000 $, voire nos objectifs si on prolonge ces parallèles ici jusque très proche actuellement, si on le prend maintenant, très proche de l'objectif d'Hermès aux 42 500 $. Je pense honnêtement qu'on finira bien par aller le chercher et je vais d'ailleurs intensifier cette idée-là sur ce que je vais vous dire aujourd'hui et qui je pense est déterminant et capital, notamment tout au long du mois d'août. Vous allez voir, c'est passionnant. Bon, on continue avec une toute petite chose, je ne l'avais pas vu arriver, mais je suis très content de l'observer. On a fait quelques shorters ici qu'on a liquidés, donc partez du principe que si vous aviez ici 8, 9, 10 millions de dollars, 20 millions de dollars, 30 millions de dollars de liquidation de short, partez du principe qu'il y avait à peu près la même chose au sud, hein. Donc on aurait pu faire exactement la même chose au sud, mais ce qu'on voit c'est plutôt intéressant puisque on voit une forme de dégradation au niveau du ratio long-short, donc plutôt ici toujours en faveur des vendeurs à découvert puisqu'il y a plus de long que de short actuellement, c'est ce qu'on voit notamment sur Binance, mais on a vu une très forte dégradation au niveau du retail, donc je peux parfaitement partir du principe que soit on a pris beaucoup de profit parce qu'on a peur, soit il y avait peut-être beaucoup de retail qui étaient plutôt en short ici, hein. Donc c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Ce qui est extrêmement également intéressant, et je pense que ça faut le souligner, c'est l'intérêt qu'il y a au niveau des open interest puisqu'on continue en fait à le soutenir, et c'est exactement ce qu'on veut voir lors de mouvements en fait, même s'ils sont pas énormes, hein, ces mouvements, c'est quelques pourcents en réalité, mais on va chercher en fait des résistances et on va chercher de la liquidité. Là on n'est pas en train de l'accepter, donc c'est clairement ce qu'on attendra, hein. Je reste de toute manière sur mes objectifs aux alentours des 27 800, 28 100 $, etc. On n'y est pas allé si loin finalement. D'ailleurs, c'est comme la target d'Hermès, on n'y est pas allé si loin, hein. J'avais un 33 000 $, on est allé à 31 800 $, à quelques pourcents près. Mais bon, c'est toujours intéressant. Il faut rester quand même relativement précis. On peut être précis, hein, dans des ranges, hein, au niveau et notamment pour les day traders, les scalpers, etc. Il faut chercher cette précision-là. Pour les investisseurs, elle est clairement inutile parce que c'est plutôt de la psychologie et de la volatilité court terme en fait, inter-range. Donc ça sert strictement à rien si vous êtes investisseur de regarder ce type de choses. Mais ça permet en fait un petit peu de nous situer et voir tout simplement les mouvements de capitaux. Les mouvements de capitaux, ils sont plutôt lancés à l'achat et non pas à la vente, jusqu'à preuve du contraire. Même si à très court terme, vous avez en fait des petites fluctuations et des respirations de marché complètement normales qui permet en fait de réépouser par rapport à la hausse précédente, et on vient rechercher généralement des neutralités, souvent sur les 0,50 ou les moyennes mobiles ou les choses comme ça, qui sont des objectifs près. D'ailleurs, on m'avait posé la question, je peux faire une toute petite aparté. Oui, c'est bien l'analyse technique, etc. Mais comment on sait exactement là où on peut prendre un TP ou là où on peut prendre en fait une position? Vous avez en fait plein d'indicateurs. Vous avez Shimoku Kinkuyo, Kinjun, Tenkat, SSA, SSB. Vous avez également les moyennes mobiles. Ça peut être très bien utilisé en moyenne mobile 20, 50, 100, 200 en fonction des timeframes que vous allez utiliser, 1 heure, 4 heures, daily, etc. Et moi, j'utilise beaucoup, et le principal indicateur que je vais utiliser, le principal outil que je vais utiliser personnellement, ce sont les retracements Fibonacci. Tout simplement 0,618, 786 et 382, tout simplement, ou 886, etc. Donc, et 0,50, mais qui n'est pas un retracement Fibonacci, mais j'utilise ce type de choses. Moralité de cette petite histoire au niveau de l'order flow, il y a de l'intérêt qui reste croissant, c'est exactement ce qu'on peut voir. On vient dégommer du bear, il y en a encore au-dessus, et il y a du bull bien évidemment en dessous. Je pense qu'on peut quand même aller chercher nos moyennes mobiles, parce que pour l'instant, il ne se passe strictement rien, il n'y a aucune cassure ou cassure de résistance. On revient sur ce petit parallèle également dans ce tout petit flux momentum vendeur sur du très court terme. Ici, on peut passer en 4 heures, voire en 1 heure. Et puis, on a des objectifs un petit peu plus haut. L'objectif pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller casser le précédent plus haut pour annuler et tout simplement la divergence baissière, notamment en weekly, que nous avons constatée. Donc, il faudrait une clôture en weekly au-dessus des 31 800 $. Tout simplement, si on veut relancer ce flux acheteur qui sera très probablement violent, puisque généralement, on a tendance à penser que dans des 5 qui peuvent être par extension, les dernières vagues sont généralement les plus violentes. Et elles sont très souvent aussi catalysées par des news. Et on va les regarder, ces news, parce que honnêtement, il y en a des bonnes. Bon, on commence par ça. Bitcoin, MicroStrategy, en pleine fièvre acheteuse. On est très content de l'observer. À peu près 500 Bitcoin, voilà, 467 Bitcoin supplémentaires pour 14 millions de $. On a détenu désormais 152 800 Bitcoin côté MicroStrategy. Il continue dans son discount, hein, parce qu'on voit bien qu'on est dans le discount. Comment on sait qu'on est dans le discount? Je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant. On va multiplier par 64 divisé par 64, on va essayer de trouver quelque chose d'à peu près propre. On va passer ici en weekly. Vous allez tracer tout simplement votre FIBO dans une tendance haussière de fond trimestrielle et annuelle sur Bitcoin. Ça n'a jamais été baissier ce truc-là, bien qu'on peut voir éventuellement des hauts et des bas. Vous allez tracer votre FIBO, vous allez chercher les tops de marché sur les 69 000 $. Vous allez chercher le zéro absolu, parce que tous vos zéros jusqu'à preuve du contraire, hein, bien évidemment, tout est corrélé par quelque chose. Et vous avez votre 0,50. Le 0,50 se trouve exactement aux 34 400 $. Donc, tant qu'on est en dessous des 34 400 $, nous sommes ce qu'on appelle en discount. Ça veut dire qu'on est en dessous de la valeur
possible du 50 absolu par rapport à Bitcoin. Si on reste comme ça, en fait, pendant, je vais dire une bêtise, hein, si on reste là-dedans pendant 10 ans, bah, vous avez toutes les moyennes mobiles qui vont tendre en fait à revenir sur ce 0,50 absolu. Tout simplement. Il faut juste le comprendre comme ça. Donc le 0,50, en dessous, on est dans le discount, et au-dessus, on est dans le premium. Généralement, les whales, les grosses baleines, achètent et accumulent toujours dans le discount. Et vous pouvez bien sûr le faire. Après, moi, je préfère avoir des 0,618, 786 par exemple. Donc c'est pour ça que je vous disais par rapport à tout le précédent mouvement. Ici, si je prends mon Fibo, on va chercher les bottoms précédents jusqu'au high. Ici, les tops de marché gérationnel. Entre les 618 et les 786, bah moi, je n'achète pas de Bitcoin au-dessus des 28 300 $. Mais vous pouvez quand même en acheter jusqu'à 34 000 et les whales en continueront à en acheter tant qu'on est dans le discount. Il faut le comprendre comme ça, il faut le schématiser comme ça. Au-dessus, elle n'achète plus. Mais généralement, au-dessus, bah, c'est plutôt le public et les nouveaux entrants qui viennent alimenter la hausse. Donc, il n'y a plus de vente. Quand on est dans le premium, il n'y a donc plus de vendeurs. Donc, les grosses baleines ne vendent plus. Et c'est que des petits ou beaucoup de petits et de moyens qui achètent. Mais s'il n'y a pas de vendeur en face, ça permet en fait de déplacer le prix. On déplace le prix d'une zone de valeur à une autre zone de valeur, généralement catalysée par aussi un supply mais limité. Hein, si vous avez plus beaucoup de Bitcoin à disposition sur les échangeurs et que beaucoup en veulent à un instant T dans une fraction de seconde, ou enfin dans un très laps de temps, peut-être pas une fraction de seconde, mais dans un très laps de temps, nous avons en fait des déplacements de la valeur. C'est exactement ce qu'on rejoint ici et c'est exactement, je vous le dis, hein, exactement ce qui va se passer incessamment sous peu. Nous aurons un déplacement de la valeur pour aller la catapulter à 100 000, 150 000, 200 000 $. Hein, parce que rien n'indique le contraire pour le moment, tout simplement. Même la SEC ne voit que par le Bitcoin maintenant et je suis très heureux de le contempler. Voilà, j'ai fait tout le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai pas grand chose de plus. On est le 2 aujourd'hui août. On peut peut-être faire juste un petit tour au niveau de nos options. Je vais regarder si ça s'est pas déplacé et décalé. Je crois pas, hein, personnellement, mais comme je suis avec vous, bah, autant le faire avec vous en live direct. On va regarder ça de suite. Coucou, non, c'est pas là, c'était un petit peu plus haut. Voilà, non. Bah, c'est où que je vois mes. Ben voilà, c'est là. Donc le 4 août, je crois qu'il y avait quelque chose. Voilà, le 4 août juste ici. Ouh, ça c'est intéressant. Non, c'était pas le 4 août. Pardon, si, c'était le 4 août pourtant Bitcoin, etc. 4 août, on a un gros strike ici, 300 Bitcoin. Ici, non, c'était pas vraiment le 4 août. Ça a été clôturé finalement? Il n'y avait pas un gros strike de 4000 Bitcoin, je sais pas quoi, pour le 4 août? Ou c'était le 2 août? Ouais, je me rappelle plus, je suis désolé avec ça. Ah, c'était peut-être le 2. Oui, en effet. Bon, après vous avez le 25, après vous avez le 28. Bon, on va la regarder un petit peu plus loin. Allez, on va regarder fin du mois. Magnifique strike ici, 2000 call sur les 32 000 $. Ah, ça c'est intéressant, c'est peut-être nouveau pour le coup. Bah, y a des gens qui sont OK pour les 32 000 $. On devrait trop briquer avant la fin du mois. Bah, c'est pas moi, hein, qui ai fait ça, mais très heureux de l'observer. Il y a eu un énorme strike. On peut regarder au niveau des volumes sur quand ça a été pris. Généralement, c'est de la reconduite finalement au niveau des options, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'options qui ont été reconduites vis-à-vis des options là. 29, on a quoi? On a des strikes 700 Bitcoin. Bon, on a que dalle de manière, hein. C'est très très peu, hein. Tout simplement. Je vais regarder ici. Je vais regarder là si on a autre chose, le 4. Ah non, c'était plutôt là. Je sais plus où est-ce que c'est. Alors j'étais où là? Ah non, j'étais sur les volumes. Pardon. Ok, non, je me suis trompé. 30 000 $ ici, 4 000 calls. Ah voilà, pour le 4, on est bien là. Donc, bon, bah, est-ce qu'on va atteindre les 30 000 ou pas d'ici le 4 jours? Je pense qu'on sera en dessous. Hein. On va pas faire gagner ces gens-là. Mais juste après, il y a peut-être d'autres choses qui sont intéressantes. Pardon. Oui, j'étais pas sur les prix, mais sur les volumes. Donc je me suis trompé. 32 000 $, ok pour le strike. Et non, ça va pas trop bouger. Formidable. Et 29 septembre, on a quoi? 27 000. Et après un strike à 40 000. Ok, donc bon, ça n'a rien bougé de toute manière, mais on revient, hein, par rapport à ce 4. Je doute en fait qu'on soit au-dessus des 30 000 $ pour d'ici 48 heures. Donc je pense qu'on va tout faire, ou en tout cas les big boys ou les market makers, les opérateurs, vont tout faire pour garder en fait ce prix en dessous des 30 000 $. Sinon ça fera gagner des gens. Mais honnêtement, les baleines peuvent très bien pousser le prix pour justement aller se faire filer leurs options et puis après bah, les revendre tout simplement. Donc c'est encore une fois des combats de titans. J'ai pas plus de choses à dire, hormis peut-être, allez, un truc qui est super intéressant, c'est ceci. On est clair et limpide, je pense que les opérateurs et Wall Street ont décidé du plateau. Voilà, ça n'ira pas plus haut. On a du 80% pour le mois de septembre, on a du 70%, 63%, 50%. Mais honnêtement, quand on voit en fait les augmentations potentielles dans le futur, il n'y en a plus. Donc Wall Street vient de décider. Donc si Wall Street vient de décider et a décidé, on regardera bien sûr comment ça va évoluer. Il faudra être plus attentif par rapport au discours de Jérôme Powell et de la Fed et des nombreux gouverneurs de la Banque centrale américaine pour savoir s'ils ne divergent pas par rapport à Wall Street. Sinon, Wall Street va sanctionner. Généralement, ils sanctionnent fort, notamment sur le coût, donc ils pourraient envoyer beaucoup plus bas que terre leurs bons du trésor. C'est pas impossible non plus. Donc généralement, c'est Wall Street qui guide un peu ça.
pour l'instant, il y a une forme de consensus, et il y a toujours eu cette forme de consensus entre les opérateurs de marché et la Fed. Donc c'est plutôt intéressant de l'observer, puisque c'est clairement ce qui a permis d'alimenter une forme de hausse contre le sentiment global au niveau du marché, notamment Wall Street au niveau CAC 40, même s'il y a un petit peu de volatilité quand on arrive sur des zones de TP. Hein. C'est normal qu'il y ait de la volatilité dans des zones de TP. On vient de dégommer du bear qui était plus que bear pour prendre ces liquidités-là, pour passer des ordres au marché, pour pouvoir récupérer des profits. Donc généralement, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui vont prendre tout des vendeurs. Non, c'est des vendeurs qui sont liquidés pour que les gros portefeuilles puissent prendre des profits sans pour autant avoir de grandes variations de prix. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je pense, encore une fois, qu'on est très très loin d'avoir atteint nos tops. Hein. Je pense qu'on devrait aller chercher la liquidité plus haute. Et ça, vous l'avez en fait sur la liquidité même de Decentrader. Je pense que ça finira bien par sauter. Hein. Ou ça, hein, ça peut aussi aller sur les 22 000, 21 000, etc. pour pouvoir recharger. Mais je suis plutôt bull ici, parce que les flux restent acheteurs. Donc on ira probablement d'abord dégommer tout ça jusqu'à 40 000 $. Après, on ira peut-être prendre des profits. Donc j'espère que ici ça va dégonfler. On essaiera de l'observer. Voilà. J'ai tout dit ce que je voulais vous dire. Pas plus de choses à dire jusqu'à preuve du contraire. Ici, très important également, je l'ai partagé dans le Discord, dans ou dans Trading, je crois, Discussion Trading. Si vous voulez participer, parce que je sais que on est nombreux finalement à avoir Bybit, j'en ai beaucoup parlé pendant toute la précédente année. Vous avez les WSOT vis-à-vis de Bybit. J'ai inscrit quelque chose au niveau des rois du Bitcoin. Donc ici, PNL de l'équipe, l'objectif c'est d'être en positif pour celles et ceux qui veulent y participer. Donc vous avez les rois du Bitcoin, vous pouvez directement vous inscrire. Au niveau du volume du trading, on s'en fiche. Hein, c'est pas du tout l'objectif, on met des petites sommes d'argent, c'est juste pour celles et ceux qui souhaitent s'expérimenter, notamment vis-à-vis du Gator, pour pouvoir mettre en place des stratégies de trading, de scalping, etc. Donc je vous en proposerai moi quelques-unes sur le Discord des rois du marché, et je le jouerai en fait avec vous, et mon bénéfice sera redistribué à l'ensemble de la communauté, et à ceux qui auront joué tout simplement le truc. L'objectif c'est de prendre d'argent là-dessus, c'est juste pour essayer, dans un état un peu émotionnel, parce que lorsqu'on rentre dans des compétitions, que ce soit Binance, Bybit, OKEx, etc., ils aiment bien faire ça, en fait, vous avez une forme d'adrénaline plus ou moins élevée qui permet en fait de travailler nos émotions. Donc c'est pour ça que je vous propose ça, c'est pas du tout pour gagner de l'argent ou pour justement se faire rect. L'objectif, c'est que si vous voulez expérimenter votre trading que vous avez mis en place depuis quelques semaines ou quelques mois, ce sont des bonnes conditions en fait émotionnelles pour pouvoir justement travailler cette partie psychologique. C'est pour ça que je vous propose d'y participer. Donc j'y participe pour la partie psychologique, pas pour le PL de l'équipe, même si j'aimerais qu'on soit en positif, ni les volumes de trading, je m'en fiche complètement, et ça je vous le partagerai. Comme ça, ce sera complètement transparent. Ça roule, hein, ça va être génial. J'espère que vous serez nombreux à y participer. Même si vous ne faites pas partie de la communauté et que vous regardez les vidéos, vous pouvez venir nous rejoindre là-dessus. Il n'y a pas de problème avec ça si vous avez un compte Bybit, bien évidemment, tout simplement. On fera très peu de copy trading par contre, voire pas du tout de copy trading. Je crois que ce n'est pas une obligation. Donc on restera sur... j'en parlerai directement sur le Discord des rois du marché. Voilà pour ça. Le Bitcoin s'envole au-delà des 11 000 $. Ça fait peur, 11 000 $, c'est normal. C'était le 24/06/2019. Nous étions donc là. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça et pourquoi en fait WorldCoin n'est pas complètement insignifiant par rapport à toute cette effervescence. Ou gros dilemme, hein, c'est pas forcément bien. Hein. Donc nous étions exactement ici. Et le Bitcoin s'est littéralement envolé. Je vous le dis, je vous le rappelle, j'avais mis un gros alerte ici pour dire, nous sommes là actuellement, nous sommes là. Et vous voyez qu'on y reste beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce qui avait en fait catalysé des bonnes news? Quelles étaient ces news? On les rappelle ensemble. C'était quoi? Vous vous rappelez? Ou vous vous rappelez pas? C'était l'effet Libra. La monnaie de Facebook. Dès lors, nous avions eu notre catalyseur de l'époque qui était Libra. Je vais vous remettre en fait en exergue un petit peu l'idée de Libra. Et on va en fait le corréler parce que c'est exactement ça en réalité de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, entre Libra et ce qu'aurait pu devenir Libra, et WorldCoin, ce que peut et pourrait devenir WorldCoin, le WLD. À la différence de Libra qui n'est jamais sorti, WLD est disponible sur les échangeurs et vous pouvez d'ailleurs en récupérer. Je ne ferai absolument pas la pub de ce truc-là, mais si vous voulez scanner votre iris, vous recevez actuellement à peu près une cinquantaine de dollars que vous pouvez directement aller échanger sur les échangeurs centralisés ou décentralisés pour récupérer vos données. Donc c'est 50 dollars si vous faites scanner l'iris. Mais c'est pas la pub, mais c'est juste pour vous donner en fait l'idée de Libra n'est jamais sorti. WorldCoin, lui, est disponible. Libra était en fait à la base une idée de stablecoin. Alors à la base, c'était pas un stablecoin. Hein. Initialement, c'était pas pour faire un stablecoin, mais visiblement, ça s'est vite transformé en stablecoin. Il y avait beaucoup en fait de personnes à l'intérieur de ce projet. On le dénombre au nombre de 29. Vous aviez du Visa, du Mastercard, du PayPal, du
du Uber, du eBay, il y avait même Lyft qui vient d'ailleurs d'annoncer 1000 licenciements, près de 30% des effectifs. C'est un concurrent direct de Uber. Vous aviez également Booking qui avait participé. Il y avait même Xavier Niel à travers Free et ses filiales Iliad qui avaient proposé éventuellement d'y participer, Binance, etc. Grosso modo, 29 membres, ticket d'entrée 10 millions de dollars, let's go. À cette époque-là, ce qu'il fallait réellement prendre en compte, c'était cette idée de données. Les données qui donnaient une forme de méfiance. Et c'est là où en fait a été plutôt bon, si vous voulez, au niveau de Facebook, puisqu'il nous avait expliqué, je ne sais pas si vous l'avez, mais grosso modo, il avait dit, la société qui va créer en fait Libra n'est pas du tout corrélée à Facebook, même s'il y a une entité, mais ils avaient signé quasiment dans le marbre, comme quoi les données qui seraient générées via Libra ne seraient pas directement vendues ou en contrepartie avec Facebook. Donc il avait fait un travail assez puissant, en fait, Mark Zuckerberg à l'époque, pour dire, oui, les données, je sais que c'est un sujet, mais elles seront chiffrées, elles sont cryptées et ne seront pas utilisées pour la maison mère de Facebook. C'était ça un petit peu sa défense. Okay, l'idée en fait de Libra, qui était une idée extrêmement noble à l'époque, puisqu'on était quand même un petit peu en crise, etc. La fameuse récession de 2018-2019 qui n'a finalement jamais eu lieu, mais on s'est pris une sacrée dérouillée par rapport au Covid. Mais dans l'idée, c'était un petit peu l'effervescence. C'était le but de faire ce qu'on appelle un panier de devises. Donc on allait mettre des bons du trésor chinois, européens, français, beaucoup américains, du dollar, de la monnaie fiat, du yuan, de l'euro, du machin. En fait, c'était de faire une espèce de panier de devises. Donc la promesse par rapport à ça, c'était réellement pour Libra de proposer une monnaie réellement stable, sans pour autant avoir de gouvernement qui vienne en fait superviser cette monnaie stable, ni banque. Donc on était déjà un petit peu, si vous voulez, dans cette philosophie de la crypto-monnaie. D'ailleurs, une petite partie du code a été récupérée de Bitcoin, pour information, au niveau de l'open source. Et c'était vraiment ça, la promesse. C'était d'avoir une valeur stable sur un panier de devises, un petit peu ce que font en fait la Chine aujourd'hui. Vous imaginez bien que si les Américains ont décidé de ne pas faire Libra, c'est pas pour faire les BRICS. Comprenez-le comme ça, ça va finir par coincer l'histoire. Mais sans gouvernement ni banque. Dès lors, ça a été un réel en fait problème pour les gouvernements, notamment américains, de dire qu'ils peuvent en fait se soustraire de l'État régalien. Et c'est clairement ce qui n'est pas admissible dans notre système actuel. On ne peut pas se mettre en concurrence avec l'État. C'est pas possible. Essayez et vous perdez. Facebook a essayé par tous les moyens possibles. Ils n'ont tout simplement pas réussi. Alors qu'en fait, son idée était noble. Même si peut-être derrière, on aurait pu parler de la NSA, de la CIA, de tout ce que vous voulez, de c'est pas vraiment stable. Ça restait centralisé, bien évidemment, mais c'est pas plus centralisé que Circle, c'est pas plus centralisé que l'USDT, c'est pas plus centralisé que etc., ou que le Binance, que le BUSD, ou que etc. D'autres crypto-monnaies aujourd'hui que nous utilisons. Et je reviens par rapport à la vidéo d'hier. Choisissons des monnaies qui sont en phase ou qui sont déjà relativement bien décentralisées ou qui sont en phase de l'être, qu'ils aient en fait marqué dans leur white paper une vraie décentralisation. Donc ça peut être par exemple par rapport au Proof of Work, le nombre en fait de hash, finalement le nombre de machines qui minent aujourd'hui Bitcoin, c'est comme ça qu'on garantit la décentralisation, sans pour autant passer sans aucun tiers de confiance par rapport finalement à la preuve. Et Proof of Stake, c'est exactement la même chose, c'est la preuve d'enjeu, c'est le nombre de validateurs, si vous voulez, si on fait un raccourci par rapport au Proof of Stake. Après, vous avez la preuve d'histoire, vous avez la preuve d'enjeu, vous avez la preuve d'histoire, vous avez d'autres preuves de la preuve de je sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a plein qui font des trucs un petit peu très sympathiques finalement, et on verra bien qu'est-ce qui finira par gagner à la fin, on en choisira très probablement qu'un, mais il faut rester en fait dans cette idée-là de décentralisation. Et le nombre de validateurs, c'est pas des validateurs qui sont au sein de la même entité, si vous voulez, ou entreprise privée, ou état gouvernemental. C'est clairement d'aller chercher à qui appartient les adresses et à qui appartient les validateurs. Il faut que ce soit le plus décentralisé possible. Ça, vous l'avez côté Libra. Donc, c'était vraiment, pour moi, une bonne idée et c'était bien pris. C'était bien pris parce que finalement, depuis 2012, voire même avant, par rapport à Facebook, on y était tous en fait à l'intérieur. On était tous dans Facebook, beaucoup utilisaient Facebook, et finalement on était OK pour qu'à chaque fois qu'on ait une mise à jour et que veuillez accepter les nouvelles conditions générales d'utilisation, on disait OK, on lisait même plus, et on faisait confiance à quelques maximalistes anarchistes pour aller nous lire chaque détail et chaque point en anglais, en russe, en français, en allemand, en machin des conditions générales, pour expliquer que ça c'est pas bien et ça c'est bien. Et puis après on faisait confiance aux réseaux sociaux pour en fait exploser au niveau de la news. Et finalement, on peut partir de ce principe-là, pas si terrible que ça. Le diable ne s'habille pas en bleu, j'ai envie de vous dire. On peut partir de ce principe-là en faisant un collatéral avec Facebook. Maintenant,
vous avez exactement le même narratif qui est en train de se construire aujourd'hui. Si en 2019, nous avions Libra vis-à-vis de Facebook, aujourd'hui, nous avons WorldCoin par rapport à OpenAI. C'est ça, la vérité. C'est ça, le turfu. Alors oui, vous en avez d'autres vis-à-vis de l'ETF, etc. Ce sera un très bon turfu. Je pense que ce sera très probablement buy the rumor, sell the news. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse. Peut-être qu'on regarde là où il ne faut pas regarder, puisqu'en fait, probablement qu'au niveau de l'ETF a déjà été pricé par le marché actuellement vis-à-vis de son stade d'avancement. Donc tant qu'il n'y a pas de nouvelles par rapport à ces ETF, le prix ne bougera très probablement pas. Il est arrivé sur une forme de consensus vis-à-vis de cette news-là. Maintenant, la vraie question, c'est WorldCoin. Est-ce bien raisonnable de se faire scanner son iris en échange d'une crypto-monnaie? On va refaire exactement le même travail qu'on a fait avec Libra, mais vis-à-vis de WorldCoin. C'est ça, en fait, qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo. Bon. Derrière, c'est qu'on parle d'IA. WorldCoin, c'est clairement à travers l'IA, OpenAI, qui est aujourd'hui détenu à 49% par Microsoft. Je rappelle d'ailleurs que OpenAI est une entreprise créée par Elon Musk et Sam Altman. Il y a d'ailleurs au niveau des investisseurs, parce que vous savez, hein, je fais souvent ce travail-là, qui sont les fondateurs, qui sont les investisseurs et quelle est l'utilité. Les investisseurs, qui c'est? C'est le CEO de LinkedIn, par exemple, ou aussi l'ancien CEO de PayPal, qui est également donc, très relié à Elon Musk, etc. Donc grosso modo, c'est Microsoft, Elon Musk, LinkedIn, PayPal et pas mal de petites boîtes que j'ai pas trouvées, mais il y en a probablement beaucoup. Et aujourd'hui, ils veulent lever 100 millions, et ils ont levé plus de 100 millions de dollars pour mettre en place WorldCoin. Il faut le comprendre, c'est beaucoup d'argent, c'est une belle levée de fonds. L'IA a une particularité, c'est qu'il lui faut beaucoup de data pour fonctionner. C'est un réservoir, c'est un aspirateur à data, l'IA. Donc aujourd'hui, si on compare une IA telle qu'on peut l'imaginer dans les sites de science-fiction par rapport à la data qui est aujourd'hui, ce qu'on peut appeler aussi l'IA, ce qu'on appelle une IA originelle, en fait, on y est très très loin. Je pense qu'on a des dizaines d'années devant nous avant de vraiment se plonger dans des films de science-fiction vis-à-vis de l'IA conversationnelle ou l'IA intellectuelle. Si vous voulez, on peut dire n'importe quel mot, je pense qu'on n'a même pas encore sorti, si on appelle ça une intelligence artificielle, mais déjà ce mot n'est pas bon. C'est vraiment des intelligences conversationnelles. Donc l'idée de pouvoir tenir des conversations, et il y a eu beaucoup en fait d'essais dans l'IA depuis les années 60, depuis fin des années 50, début des années 60, ça s'est toujours en fait soldé par des échecs assez cuisants. Mais bon, on progresse, au bout de 50 ans, on tend à progresser, et on repasse un nouveau cap, pas de rupture, même révolution, c'est peut-être un gros mot en fait par rapport à ce qu'on est en train de vivre vis-à-vis de l'IA, mais d'une forme d'évolution, un niveau supplémentaire si vous voulez. Tout simplement. Donc on n'est pas aussi loin qu'on peut le penser psychologiquement, on y est quand même très loin, je pense, au niveau de cet avancement, mais au niveau de la conversation et de l'utilité réelle par rapport aux personnes travaillant dans les médias, dans les journaux, dans la PAO, un peu dans la vente, dans la supply chain, etc., ça peut être une utilité en fait qui semble gagnante, surtout pour les entreprises, et une aide pour nous, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit média, que ce soit tout ce que vous voulez, même moi j'utilise ChatGPT, je trouve ça plutôt pas mal, mais j'utilise très peu finalement, mais je l'utilise quand même, donc je me dis que si j'utilise, beaucoup l'utilisent. Ok, donc comme ça on a un peu ce constat-là, IA égale beaucoup de data. La promesse finalement de WorldCoin, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a une réelle promesse. C'est de créer une identité numérique universelle. D'ailleurs, il faut savoir, c'est que WorldCoin le dit, je vais vous le prendre tout en bas, regardez ça, Je sais pas si je vais arriver à le retrouver, cette histoire. Elle est où? Voilà. Nous ne voulons pas savoir qui vous êtes, juste que vous êtes unique, assure les règles de conversation des données de WorldCoin, aux côtés de toutes les autres ambitions de promesses incroyables projets. Comme il n'y a pas deux personnes qui ont le même schéma d'iris et que les schémas sont très difficilement à falsifier, l'orbe peut vous distinguer avec une précision de tous les autres sans avoir à collecter d'autres informations de vous, même pas votre nom. Ça veut dire qu'en fait, dans l'idée de l'iris, on pense que ça y est, on est dans Minority Report. Faux. En fait, il faut se mettre à la place de ces entrepreneurs, de ces visionnaires finalement. Quelle est la partie la moins falsifiable de votre corps humain? C'est votre œil. Voilà, c'est physique, votre œil est la partie la moins falsifiable de votre corps humain. Donc ils ont trouvé cette solution-là pour pouvoir en fait créer un algorithme derrière qui va pouvoir en fait capturer votre iris. Et puis derrière, la promesse c'est quoi? C'est de vous donner une identité gratuite universelle, un passeport universel. Déjà là, on est en train de toucher à la souveraineté et aux États. Puisque finalement, vous n'êtes plus français, vous n'êtes plus américain, vous n'êtes plus algérien, vous n'êtes plus canadien, vous n'êtes plus chinois, vous êtes humain, vous êtes terrien. Donc déjà, on est en train de passer une forme de suprématie. Une suprématie centralisée.
Évidemment, c'est très important. Mais la deuxième promesse, pourquoi il y a autant de monde aujourd'hui derrière les Iris, c'est qu'ils proposent une forme de revenu universel. Gratuitement, en dropant des tokens dits déflationnistes. Pourquoi? Parce qu'il y a un maximum en fait de WLD. Donc il y a une forme finalement de Bitcoin par rapport à son mécanisme déflationniste. Aujourd'hui, c'est valorisé à 24-25 milliards. C'était descendu à 20, c'est revenu à 25. Ce truc peut peut-être valoir 50, même 100, même 200, j'en ai pas la moindre idée. Maintenant, c'est une question de moralité. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. C'est pas forcément mauvais. Ça peut être en fait une nouvelle dimension de ce que la promesse de Libra nous avait amené en 2019, qui avait finalement plutôt été bien pris par l'ensemble des cryptophiles de l'époque, parce qu'ils reprenaient beaucoup en fait d'idées et beaucoup de discours plutôt pour nous rassurer. Hein. Aussi bien c'était un gros menteur, mais dans l'idée c'était plutôt rassurant. Alors que WorldCoin, il y a très peu en fait d'informations en fait qui fuitent. Probablement que notre ami Sam Altman est peut-être un moins bon communicant, ou ils ont peut-être des équipes un petit peu moins dimensionnées pour pouvoir en fait répondre à la demande, parce qu'ils se sont fait exploser en fait par rapport à ChatGPT 1, 2, 3, 4, etc. Enfin, c'est incroyable. Et quand les croissances sont aussi violentes, vous faites beaucoup de bêtises. D'ailleurs, en parlant de croissance violente, si on reprend par rapport à la France, si vous voulez, vous reprenez en fait Free à ses débuts, avec Iliad. Quand Free est arrivé, il a tout compris. C'était catastrophique son réseau. C'était pourri en fait. Ça marchait jamais. Il utilisait les réseaux de France Télécom de l'époque et qu'il se tirait dans les pattes et c'était procès sur procès parce que tu ne me donnes pas suffisamment de bandes, suffisamment de machin. Ils se sont fait tout simplement exploser. En fait, l'expérience utilisateur était nulle. Aujourd'hui, l'expérience utilisateur de WorldCoin, c'est ça qui est génial dans les crypto-monnaies parce que vous n'avez pas d'expérience utilisateur. Vous passez votre œil et vous recevez de la crypto-monnaie, vous en faites ce que vous voulez, mais actuellement, il n'y a aucun en fait, truc qu'il y a derrière. C'est ça en fait qui n'est pas rassurant. C'est quand vous avez du Libra et en fait il explique clairement qu'il est en train de concurrencer le dollar frontalement, franchement moi en tant que cryptophile ça m'arrange, puisque pas sous sans gouvernement, ni banque, ni machin, ni entre guillemets tiers de confiance. Donc je trouve ça plutôt honorable par rapport à la philosophie. Aujourd'hui WorldCoin, vous avez aucune philosophie, juste une promesse, revenu universel, honnêtement ça parle à beaucoup de personnes, et de l'identité numérique universelle. Est-ce que ça veut dire que ça va marcher? Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas marcher? Partez du principe que si ça ne marche pas, votre Bitcoin restera là. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, votre Bitcoin ne passera pas sa résistance. Si ça fonctionne, votre Bitcoin passera la résistance. Pourquoi? Parce que le seul garde-fou aujourd'hui de ce type de technologie type WorldCoin, hormis Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, WorldCoin, c'est basé sur quoi? Et c'est construit sur quoi? C'est construit sur Ethereum et sur la sécurité du réseau Ethereum. Si WorldCoin fonctionne, Ethereum va pump. Si la croissance de WorldCoin est violente, Ethereum va pump. Bitcoin va pump, puisque c'est son collatéral direct. Si vous pensez que WorldCoin c'est le diable, alors Bitcoin c'est un ange. On peut prendre comme ça, toujours dans une forme de couverture. Et les capitaux vont donc affluer, tout simplement. Et beaucoup en fait vont probablement venir par WorldCoin, parce qu'ils auront trouvé une forme de satisfaction. Nous, en tant que cryptophiles, on est biaisés psychologiquement, mais demandez à vos camarades, parce que là, c'est vraiment intéressant de demander en fait à nos potes, à nos familles, à nos cousins, à nos oncles, à nos tantes, etc., de savoir comment en fonction des médias. D'ailleurs, je vous prends un média, je trouve ça fou. Quand on parle de Bitcoin, on est constamment dans les crypto business ou BFM crypto machin. Là, on est dans Tech & Co. Là, on passe sur BFM. Là, on va passer sur TF1. Et regardez bien que Bitcoin, on n'en a pas parlé sur TF1 depuis 2017 ou depuis 2021. Et on va parler de WorldCoin sur TF1, sur France 2, etc. Mais pourquoi on va en parler? Parce qu'il y a des fils et des queues en fait qui sont énormes vis-à-vis de ce projet. Tout simplement. Donc il y aura des détracteurs, il y aura des défenseurs, il y aura des maximalistes, il y aura tout ce que vous voulez. C'est génial. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir en fait drainer des capitaux vis-à-vis des crypto-actifs, notamment Bitcoin et Ethereum. Donc j'ai tout simplement envie de vous dire, bien sans mal, soyons complètement d'accord ensemble par rapport à ce sujet, mais WorldCoin est le salut de notre flux acheteur vis-à-vis de Bitcoin et d'Ethereum et de nos crypto-actifs préférés. Voilà, c'est notre salut très court terme. Tout simplement. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien gargarisé, bien catalysé par rapport à l'intelligence artificielle. Maintenant, on va faire un dernier truc, parce que j'ai fait quand même un petit travail ce matin. C'est pour ça que j'envoie la vidéo tout petit peu plus tard. Je vous laisserai reprendre en fait ces articles-là, il n'y a aucun souci avec ça. J'ai essayé de regarder combien de orbes allaient être disponibles courant de l'année 2023. Et j'ai trouvé cette information là sur Cryptost. 1500 orbes bientôt disponibles et en service. 1500 orbes devraient être disponibles d'ici la fin de l'année 2023. L'application machin. On parle ici de 120 pays différents. On se fait un tout petit calcul qui est extrêmement simple.
On parle ici qu'il y a à peu près un scan d'iris toutes les 8 secondes. Grosso modo, un toutes les 8 secondes. Soit 4 millions d'individus par an. Quel est l'objectif de WorldCoin? Quel est l'objectif de OpenAI? C'est d'avoir 1 milliard d'iris dans son truc dans les... bientôt. On va partir dans les 5 prochaines années, par exemple. Comme ça, on essaie de garder... Ou même 4 prochaines années. Comme ça, on essaie de prendre un espèce de cycle. Bon, grosso modo, si au rythme actuel de un scan d'iris toutes les 8 secondes, combien faut-il de temps pour atteindre 1 milliard d'individus? J'ai fait le calcul, donc je vais vous le dire. 250 ans. Vous avez bien compris que ça ne suffit pas. Donc, un scan toutes les 8 secondes actuellement vis-à-vis de WLD sur WorldCoin vis-à-vis de l'Iris, 1 milliard d'individus, 250 ans, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on nous explique qu'il y aura bientôt 1500 orbes. Mais pourquoi 1500 orbes? Parce que si vous allez un petit peu plus loin dans votre calcul, je vous explique très, très simplement et après je vous donnerai une toute petite vision très personnelle à quel point ça va être difficile quand même d'aller dans 120 pays. Croyez-moi, parce qu'il y a déjà la CNIL qui est dessus et qui est en train de regarder et mettre son nez dedans et je pense que ça va faire un espèce de gros frein à main. Dès lors, je vous le donnerai à la fin, comme ça fera une bonne conclusion. Donc grosso modo, si vous voulez en fait 5 ans, 1 milliard d'individus, c'est pas compliqué, il faut un scan, 6 scans toutes les secondes. 6 scans d'iris toutes les secondes. Vous allez me dire, c'est compliqué de faire 6 scans d'iris toutes les secondes? Oui, avec une iris ou avec un orbe, c'est difficile. Mais si vous en avez 1500, c'est complètement possible et vous allez savoir pourquoi. Grosso modo, dans 5 ans, vous avez 2 628 000 minutes. Si on part du principe qu'il faut entre 30 secondes et 1 minute, entre 30 secondes et 1 minute, par personne pour pouvoir se scanner, télécharger l'application, mais ça vous êtes dans la queue, et après vous faites scanner l'iris, il faut peut-être 30 secondes, 20 secondes. En fait, je sais pas, j'ai pas vraiment trouvé, mais on explique que c'est super simple. Je pars sur 1 minute, comme ça ce sera très simple, et vous diviserez par 2 si vous le voulez. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir en fait combien de temps vous mettez pour faire votre iris, que ce soit 30 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est pas vraiment le plus important dans l'absolu. L'absolu, c'est le nombre de machines que vous avez besoin pour pouvoir équiper tout le monde dans les 5 ans et pour recevoir 1 milliard d'iris. Et ce nombre absolu, je vais vous épargner le calcul, c'est entre 360 et 380 machines. Et vous allez dire, waouh, ils en prévoient 1500. Pourquoi? S'ils en ont besoin que de 360 ou 380 dans l'absolu, pour pouvoir équiper tout le monde dans les 5 ans au niveau de l'iris et avoir son objectif de 1 milliard de personnes. Le double pour 2 milliards de personnes dans le même laps de temps. Bon, en fait, c'est pas compliqué. Si vous avez 17 millions de kilomètres carrés sur la planète, ça veut dire que vous avez en fait une machine pour 1,4 million de kilomètres carrés. Qu'est-ce que c'est 1,4 million de kilomètres carrés? Grosso modo, c'est à peu près la France. Donc si vous voulez en fait équiper toute la planète et que vous n'avez que 1000 km pour vous déplacer, vous devez faire 1000 km pour et vous faire scanner l'iris, en fait, partez du principe qu'il y aura une seule orbe à Paris pour toute la France si on s'arrête à 360 ou 380 machines pour pouvoir couvrir, malgré la densité, ou bien que la densité soit disproportionnée en fonction des régions, mais pour atteindre ces une personne sur 7 sur la population mondiale, il faudra plus de machines. Dès lors, si vous prenez 360 ou 380 machines et vous êtes prêt, quel que soit où vous soyez sur la planète, je prends aussi l'Antarctique, etc., on peut éventuellement le biaiser, et que vous n'ayez à faire que maximum 100 km, ou que vous soyez sur la planète, que vous ayez à faire qu'un minimum de 100 km pour aller vous faire scanner l'iris, il en faudrait tout simplement 10 fois plus. 3600, 4000 orbes. Tout simplement. Dès lors, est-ce que vous pensez que c'est compliqué de fabriquer des orbes? Non, c'est pas compliqué de mettre un scan dans une orbe parce qu'en fait c'est une webcam, c'est pas très compliqué et ils l'ont juste marketé. Il faut juste le comprendre comme ça, ils ont fait une jolie petite boule en aluminium, mais c'est clairement une webcam à l'intérieur. Une bonne webcam, je dis pas du tout le contraire, mais c'est ça. Donc, moralité de l'histoire, grosso modo, avec 5000 orbes répartis à travers le monde, vous faites entre 50 et 100 km pour aller vous faire scanner l'œil, donc c'est possible de le faire. Il faut bien sûr le faire 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Il y aura des formes de Heim, des formes de baisse, et puis à la fin, mais techniquement, c'est possible. D'accord? C'est super important de bien le comprendre comme ça. Ils expliquent aussi que l'intégralité de nos iris ne seront bien sûr pas conservées dans les datas. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement l'encapsuler dans une blockchain qui est actuellement 100% centralisée. Tout, maintenant, n'est qu'une question de moralité. Et vu l'ampleur que c'est en train de prendre vis-à-vis de WorldCoin, et c'est que le début, ne soyez pas surpris que ça monte en termes de valorisation. Mais je vous renvoie encore une fois à votre propre morale. Est-ce que vous êtes prêt ou pas à participer à ce type de choses? Non. Mais vous pouvez en fait aller chercher en fait le collatéral, l'opposé, l'assurance finalement de ce phénomène qui est actuellement Bitcoin et Ethereum. Tout simplement.
Donc si vous ne croyez pas en WorldCoin, à ce moment-là, regardez ce que fait Ethereum et Bitcoin. Parce que si ce truc explose, eh ben, nos cryptoactifs vont exploser également. C'est exactement dans la même en fait, suite logique que de Libra en 2019. Et ça allait vite parce qu'il y avait vraiment des choses qui étaient signées à l'époque en 2019. Ne nous trompons pas. Juste ici, vous aviez en fait 29, 30 partenaires qui avaient signé et qui avaient signé un chèque de 10 millions de dollars. Donc c'était vraiment une news. Donc c'était pas la news, c'était la rumeur, mais la rumeur avait été consommée si vous voulez. Après, c'est lorsqu'on lance finalement Libra. Et à quel moment en fait on a commencé à avoir les tops de marché? Quand finalement Facebook a abandonné Libra. Parce que trop de friction avec l'État et avec le gouvernement américain. Donc nous avons bien consommé la rumeur, et la news, qui était malheureusement mauvaise ici, a fait en fait qu'on a retracé un petit peu, malgré nos convictions, et puis le bull run qui a suivi par d'autres choses, et ce sera très probablement les ETF Bitcoin d'ici 300 jours à peu près, ou 350 jours, ou 240 jours, sait-on jamais. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que j'ai été clair. 40 minutes de cette vidéo, je vous ai donné ma moralité, j'ai pas plus de choses à dire, c'était juste en fait pour éviter de continuer à taper et à casser du sucre sur le dos et à tordre le cou aux idées reçues, et de vous donner en fait tout simplement ma version psychologique et émotionnelle de cette situation, malheureusement, ou qu'on le veuille ou non, hein, c'est plus comme ça, qu'on le veuille ou non, WorldCoin sera et peut-être le salut de notre explosion haussière sur Bitcoin sur les 3 prochains mois ou jusqu'à la fin de l'année 2023. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec WorldCoin et que vous voyez que ça prend de la valeur, ne mettez pas en fait une brique psychologique ou un billet psychologique baissier par rapport aux crypto-monnaies pour dire que ça va monter en fait. Hein, si ce truc-là monte, tout monte. Je vous le dis franchement. Et donc soyez prêts par rapport à ça. J'espère que je vous aide en vous disant ça. Ce qui est en train de se passer à WorldCoin, c'est possible. Mais de là à penser qu'on est dans Minority Report, honnêtement, je pense qu'on y est relativement loin. Et n'en voulez pas aux gens qui font ça. Même sans le savoir, mais ne leur faites pas peur. Renseignez-vous plutôt, rentrez dans l'hyper détail, dans le fondamental de ce projet-là, parce qu'au fond, c'est toujours la même chose. Comprenez-le, hein, OpenAI, c'est une boîte d'Elon Musk. Bien que Microsoft a 49% des parts. Elon Musk, vous ne pouvez pas en fait cracher sur OpenAI et vous ne pouvez pas cracher sur WorldCoin si vous adorez Tesla, si vous adorez Starlink, si vous adorez SpaceX. Si vous adorez le personnage d'Elon Musk, qui aujourd'hui est un petit peu notre fer de lance sur les crypto-monnaies, vous ne pouvez pas aujourd'hui détester OpenAI et WorldCoin. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Et c'est finalement, je pense, de ma responsabilité de vous exposer cette vision-là, qui est peut-être un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur YouTube. Mais je me fais un réel plaisir de le partager avec vous. On aurait pu le faire sur un live, mais j'avais envie de le faire maintenant.